Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Le Média pour Le Récap, votre rendez-vous quotidien d'actualité. Du lundi au jeudi, on revient sur un sujet sans filtre et sans langue de bois. Le Récap, c'est l'une de nos 4 nouvelles quotidiennes que j'ai le plaisir de vous présenter. N'oubliez pas de vous abonner à nos 2 chaînes YouTube, Le Média TV et Le Média 24/7 pour être sûr de ne rien rater. Le Récap épisode 22, c'est parti. Ce n'est pas une gaffe, ce n'est pas un dérapage, ni même une opinion. C'est la culture du viol que Pascal Praud diffuse à heure de grande écoute sur CNews. Il y a parfois une vengeance, une rancœur. Il y a beaucoup de femmes. En fait, il y a beaucoup de femmes, ce que vous dites, qui n'ont pas eu la chance d'être regardées par les hommes et qui, de ce fait, nourrissent parfois contre eux un sentiment de revanche. Mais c'est vrai à l'inverse. C'est vrai aussi à l'inverse. Il y a beaucoup d'hommes qui sont très misogynes parce que les femmes ne les ont jamais regardés de leur vie. Et c'est tout. Je ne pense pas que ça soit la bonne grille de lecture. Ça doit exister, forcément. Quand aucune femme ne vous a jamais regardé, vous devez vous dire que les femmes sont pas des femmes formidables, sans doute, non ? Même au PMU de CNews, tout le monde a l'air choqué, c'est dire. Pascal Praud, à la manière d'un macho accoudé au comptoir, avance que les femmes, prétendues laides, se vengeraient des hommes qui les ignorent en dénonçant des agressions sexuelles. Même l'avocat Gilles-William Goldnadel, pourtant ardent défenseur des agresseurs médiatiques et du soi-disant mâle blanc victime de la bien-pensance des féministes, ne cautionne pas. Il tente un timide, ce n'est pas la bonne grille de lecture, qui pousse Praud à nuancer un peu son propos et ajoute « C'est vrai aussi, à l'inverse, il y a beaucoup d'hommes qui sont très misogynes parce que les femmes ne les ont jamais regardés de leur vie. » Comme si ça passait mieux. Honte à vous, Pascal Praud, ces propos perpétuent la culture du viol, a réagi la députée LFI Clémence Guettet. De son côté, sa collègue Sarah Legrain a annoncé sur X son intention de saisir l'Arcom. Avec Pascal Praud et sa petite phrase prononcée en direct le 4 avril, on assiste au retour du mythe des mal baisés. Si une femme se plaint du comportement des hommes, c'est qu'elle n'intéresse pas. Si elle dénonce l'un d'entre eux, c'est qu'elle est jalouse ou qu'elle veut se venger. Si elle se confie sur les agressions qu'elle a subies, c'est qu'elle l'a cherché. Ce vieux discours, on ne le connaît que trop bien. Il est repris, recyclé, ressassé par celles et ceux qui cherchent à discréditer la parole des victimes, à détourner l'attention, à maintenir ce système où les agresseurs ont toujours le micro tendu. Un système où même les plus pourris sont défendus. On se souvient de l'acteur français Gérard Depardieu, épinglé par complément d'enquête, tenant des propos absolument ignobles sur les femmes et allant même jusqu'à sexualiser des enfants. Gérard Depardieu visite cette fois un haras. Tout est matière à parler de sexe. Les femmes adorent faire du cheval. Elles ont le clito qui frotte sur le pommeau de la selle et là ça... Ah ben vous, c'est des grosses salopes. Ça. Il va même jusqu'à sexualiser une fillette d'une dizaine d'années. Si jamais elle galope, elle jouit. C'est bien ma fifi, continue, tu vois, elle se gratte là. Ces images ont fait le tour des réseaux sociaux, elles ont été vues et revues à de nombreuses reprises. Mais ce comportement de prédateur, pathologiquement obsédé par le sexe, n'a pas refroidi ses soutiens. Même Emmanuel Macron a défendu Gérard Depardieu, saluant un immense acteur et dénonçant une chasse à l'homme, malgré les accusations de 16 femmes pour agression sexuelle révélées peu de temps avant dans Mediapart. Moi, je suis un grand admirateur de Gérard Depardieu. C'est un immense acteur, il a servi les plus beaux textes. Lui aussi, c'est un génie de son art, complet. Il a fait connaître la France, nos grands auteurs, nos grands personnages, dans le monde entier. Et je le dis en tant que président de la République, mais aussi en tant que citoyen, il rend fier la France. Évidemment, ce commentaire du président de la République a immédiatement déclenché un tollé, tellement qu'il a été contraint de nuancer légèrement ses propos, sans jamais admettre une erreur. Évidemment, c'est sa ligne éditoriale, c'est nous qui avons mal compris. Gérard Depardieu est de nouveau sous le feu des projecteurs puisqu'il est actuellement jugé pour des agressions sexuelles sur 2 femmes lors du tournage du film Les Volets Verts en 2021. Le parquet a requis une peine de 18 mois de prison avec un sursis probatoire de 3 ans. Il est par ailleurs mis en examen pour viol et agression sexuelle depuis le 16 décembre 2020. Le procès de Depardieu a été d'une infinie rudesse pour les plaignantes qui ont dû faire face aux outrances répétées de l'avocat de l'acteur, maître Jérémy Assous. Il a par exemple lancé à une victime, je cite, « Votre trauma », combien même l'agression aurait bien eu lieu, il est relatif. C'est pas Guy Georges.
Pour lui, les plaignantes sont des affabulatrices au service d'une organisation de féministes enragées, d'agiter du vocal, qui bénéficient de la publicité de Mediapart avec la complicité du parquet. L'avocate Depardieu a multiplié les clichés, tentant de toucher la corde sensible sur la prétendue vie brisée de son client. Les conséquences d'une mise en cause aujourd'hui, dans l'époque dans laquelle nous sommes, d'une mise en cause pour agression sexuelle, sont terribles. C'est-à-dire que même Gérard Depardieu, qui est un monument, qui a une force que peu d'hommes ont, avec toute sa puissance, même tout son pouvoir, vous l'avez vu, ne peut résister à une telle accusation. Pensez aux gens qui n'ont pas cette accusation, et tout ce pouvoir et toute cette force. Et je vous rappelle quand même qu'il y a très régulièrement un certain nombre de relax qui sont prononcés, de non-lieux qui sont prononcés, ou d'acquittement dans les affaires liées à des agressions sexuelles. Et donc c'est des vies qui sont brisées, même si la justice a innocenté la personne. Le mal qui lui a été fait du fait que vous avez crédibilisé les accusations sont terribles. Pour les avocats des parties civiles, on a assisté à l'apologie du sexisme pendant ce procès, évoquant une stratégie masculiniste et agressive de la part de la défense de l'acteur. Loin d'être un cas isolé, cette stratégie est même un classique du genre quand il s'agit de défendre les agresseurs et les violeurs. Le procès Mazan en a été un parfait exemple. Un avocat a demandé à Gisèle Pelicot, droguée par son mari et violée pendant des années, si elle n'avait pas des tendances exhibitionnistes après la projection de photos intimes prises à son insu par son mari. Un autre a estimé que ce procès était celui de la vengeance, plus de la justice. La défense est même allée jusqu'à un parallèle plus que douteux entre les accusés, dont les noms ont été publiés sur les réseaux sociaux, et les juifs pendant l'occupation. Il s'est alors exclamé « La suite, c'est quoi ? On leur met des petites étoiles ?» Les arguments de la testostérone ou de la pulsion sexuelle ont également été à maintes reprises évoqués pour expliquer le passage à l'acte des accusés, au nombre de 51 dans le box. À la sortie du tribunal, l'avocat d'un des accusés était sorti en qualifiant d'hystériques et de tricoteuses les femmes venues soutenir Gisèle Pelicot. J'ai un message de la part de mon client à toutes ces hystériques et ces mal embouchées. Le message c'est merde, voilà, mais avec le sourire. Allez les tricoteuses! Et après ça, on se demande encore pourquoi les victimes ne portent pas plainte. Traumatisées, pétries d'un sentiment de honte et de culpabilité, parfois menacées, la procédure judiciaire prend souvent des allures de double peine pour elles. Surtout quand on sait que 70% des plaintes pour violences sexuelles sont classées sans suite en France. À la lumière des enseignements du procès Pelicot et pour tenter de muscler l'arsenal pénal, l'Assemblée nationale s'est penchée sur la proposition de loi Rioton-Garin visant à intégrer la notion de consentement dans le code pénal. Pourquoi le crime le plus commis de notre pays est-il le moins déclaré aux autorités, a interrogé la co-rapporteure du texte, la députée macroniste Véronique Rioton. Sa collègue écologiste, Marie-Charlotte Garin, lui a emboîté le pas en déclarant que le viol est un crime de masse largement impuni. Elle n'a d'ailleurs pas manqué de rappeler les propos du président, estimant qu'un agresseur peut rendre fière la France. Ce texte modifie la définition pénale du viol et des infractions sexuelles en y ajoutant la notion de non-consentement. Il cherche ainsi à mieux définir et qualifier les circonstances et les faits de violence. Il a été adopté en première lecture, mardi 1er avril, à l'Assemblée nationale, voté par 161 voix pour et 56 voix contre. Les députés du Rassemblement national et alliés ciotistes, ainsi que certains députés socialistes, s'y sont opposés. Les socialistes, soutenus par l'association Oser le féminisme, ont expliqué dans une tribune au Monde craindre que l'introduction de la notion de consentement dans la loi sur le viol se retourne contre les victimes. Une autre critique de la proposition de loi porte sur son inutilité supposée, surtout en l'absence de moyens supplémentaires pour la justice. Pour le Conseil d'État, qui a néanmoins soutenu l'initiative, le texte n'augmentera probablement pas le taux de répression des viols et n'a pour principal apport que de graver dans la loi les avancées de la jurisprudence. Les rapporteuses de la proposition de loi, elles, y voient un changement de paradigme et une pierre à l'édifice pour passer d'une culture du viol à une culture de l'égalité. Et il y a encore du boulot. Le supposé devoir conjugal fait aussi parler de lui en hémicycle, alors même que la France a été à plusieurs reprises condamnée par la CEDH pour avoir prononcé des divorces pour faute, au motif que les femmes refusent des relations sexuelles avec leur mari. La sénatrice PS Laurence Rossignol se bat pour en finir avec cette notion archaïque. Elle a déposé un amendement visant à inscrire dans le Code civil que la communauté de vie n'implique pas l'obligation de relations sexuelles entre les époux, dans la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les violences sexistes et sexuelles.
Ce dernier a tout bonnement été retiré par la commission des lois au motif qu'il n'entrerait pas dans le périmètre du texte. Corias, la sénatrice, l'a redéposé, plaidant que le sujet de cette loi était précisément le contrôle coercitif, le harcèlement des femmes et les violences sexistes et sexuelles. Elle espère ainsi pouvoir dire aux Françaises que non, personne ne vous oblige à passer chaque soir à la casserole. Il serait effectivement bon de le rappeler. Chaque année, 94 000 femmes sont victimes de viols ou de tentatives de viol en France. C'est une toutes les 2 minutes 30. Ce qui signifie que pendant la durée de cette chronique, environ 6 femmes auront vu leur vie basculer. La leur, pas celle de l'agresseur. Depuis le mouvement MeToo, la parole des femmes s'est libérée et a déferlé comme une onde de choc mondiale. C'est une révolution féministe qui s'est déclenchée en octobre 2017 avec la révélation de la sordide affaire Weinstein, du nom de ce producteur américain influent qui utilisait sa position pour obtenir des faveurs sexuelles. C'est l'actrice Alyssa Milano qui lance définitivement la vague en utilisant la puissance des réseaux sociaux. Le 15 octobre 2017, elle tweet « Si vous avez été harcelé ou agressé sexuellement, écrivez MeToo en réponse à ce tweet ». Le hashtag devient viral et a fait des petits comme Balance ton porc en France, depuis décliné dans tous les secteurs d'activité. Depuis ce moment d'histoire, le silence n'est plus la règle en matière de violences sexistes et sexuelles. On se souvient du désormais mythique « On se lève et on se casse » d'Adèle Haenel, qui a quitté la cérémonie des Césars après la remise du prix de la meilleure réalisation à Roman Polanski, malgré les accusations de viol à son encontre. Et tant d'autres, partout dans le monde, qui ont décidé de dire stop et d'en finir avec l'impunité des hommes. Évidemment, un tel séisme n'est pas sans douleur pour certains. Des voix d'hommes se sont évidemment élevées à la manière de Pascal Praud, encore récemment, pour dénigrer ce changement de paradigme profond. Mais des femmes aussi. On se souvient de la tribune signée par 100 femmes issues de milieux privilégiés, dont Catherine Deneuve, Brigitte Lahaie ou encore Elisabeth Lévy, qui revendiquaient la liberté d'importuner, indispensable selon elles à la liberté sexuelle, en dénonçant un excès de puritanisme de la société. Cette tribune accusait les réseaux sociaux d'avoir permis une campagne de délation. La boucle est bouclée, nous en revenons sempiternellement à ces femmes qui dénonceraient à tort de pauvres hommes pour leur nuire. Et pourtant, ce que ces hommes et ces femmes appellent la liberté d'importuner, ce n'est rien d'autre que le droit de dominer, d'humilier, de traverser sans autorisation l'intimité d'autrui. Ce n'est pas une liberté, c'est un abus de pouvoir maquillé en galanterie. Et le plus insidieux, c'est que ce discours continue de se faufiler dans les interstices de notre société, porté par des éditorialistes en costard, des avocats de plateau télé et des figures de l'élite culturelle ou politique. Mais face à cette violence systémique, des voix se lèvent, des mouvements se forment, des lois évoluent. Lentement, mais sûrement, parce que les victimes ne sont plus seules, parce que des collectifs, des associations, des militantes, des journalistes, des avocates prennent le relais, parce que l'opinion change, malgré les Pascal Praud, les Maître Assous, les Gérard Depardieu et tous les autres, malgré les polémiques, les ricanements, les plateaux saturés de mâles experts en mauvaise foi. Et surtout, preuve en est, s'il en fallait encore, que les dénonciations de femmes ne ruinent pas de vie, le 2 avril dernier, Éric Brion a été fait chevalier de l'Ordre national du mérite. L'ex-patron de la chaîne Equidia avait pourtant été le premier homme mis en cause par le mouvement Balance ton porc pour des propos sexuels qu'il avait tenus à l'encontre de la journaliste Sandra Muller. Loin de l'image d'un homme brisé, acculé, marginalisé, il est aujourd'hui décoré par la République. Alors que celle qui a dénoncé ces agissements a vu sa vie professionnelle et personnelle bouleversée, traînée en justice pour diffamation dans un procès très médiatisé. Voilà où nous en sommes, les agresseurs décorés, les victimes assignées. Il en reste du chemin, c'est certain, mais à chaque fois qu'une femme parle, à chaque fois qu'une autre écoute, et qu'un homme prend enfin conscience, le système se fissure un peu plus. Et c'est par ces fissures que la lumière passe. Ce combat n'est pas seulement pour nous, c'est pour toutes celles qui viendront après nous, pour qu'elles n'aient pas à lutter pour ce que nous avons dû conquérir chaque jour dans la douleur et la colère. Dernier acte du procès des financements libyens, le temps est aux plaidoiries. Hier, les avocats des anciens ministres Claude Guéant, Brice Hortefeux, Éric Woerth et Thierry Gaubert ont plaidé la relaxe de leurs clients. Ces derniers dénoncent des extrapolations, les rumeurs et l'absence de preuves. Aujourd'hui, c'est au tour des 2 avocats de Nicolas Sarkozy de plaider. On le rappelle, l'ancien président de la République risque jusqu'à 7 ans de prison. Nos journalistes Amina Kalash et Andrei Manevit se sont rendus au tribunal judiciaire de Paris cet après-midi. M. Sarkozy est innocent, absolument, de tout ce qu'on lui reproche. Malgré le faisceau d'indices, malgré les 10 ans Il n'y a pas de faisceau d'indices. Mais venez, venez nous écouter. Quoi ? C'est ce que dit le procureur. Les procureurs peuvent se tromper ou être de mauvaise foi. On va voir. On poursuit avec le reste de l'actualité, racontée et mise en image par Lydia Ménez. Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée, refuse de se présenter devant la commission d'enquête sur le scandale des eaux.
Il était attendu par les sénateurs aujourd'hui. Le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, a fait savoir qu'il ne répondrait pas à la convocation de la commission d'enquête sur le scandale des eaux en bouteille. Dans un courrier transmis à la commission hier, le bras droit d'Emmanuel Macron invoque la question de la séparation des pouvoirs. Le rapporteur de la commission a dénoncé une décision incompréhensible. L'Élysée a décidé de jouer la chaise vide. Cette décision, soyons honnêtes, elle est lourde. Elle instille le poison du doute et constitue un affront à la représentation nationale et surtout, un refus d'aller au bout de la vérité devant les Français. Cette décision, elle est pour nous, le président l'a dit, incompréhensible. Je le dis donc solennellement, il n'y a pas de dispense pour Alexis Kohler. L'Élysée n'est pas une cité interdite. Et donc, Monsieur le Président, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, nous allons faire toute la transparence sur ce que nous savons de la présence de l'Élysée dans cette affaire. Pour rappel, la cellule investigation de Radio France et le journal Le Monde avaient révélé une opération de lobbying menée au plus haut niveau de l'État qui a permis au groupe Nestlé d'obtenir du gouvernement, en février 2023, une dérogation pour contourner la loi en utilisant des filtres interdits dans ses usines. Ce matin, la députée EELV Cyrielle Châtelain s'exprimait dans notre contre-matinale à ce sujet. Ça dit quand même qu'on a un gouvernement qui est très perméable au lobby. Là, c'était Nestlé. Et ce qui était en jeu, c'est quand même la qualité de l'eau qu'on boit. On le voit quand même avec les pesticides. Enfin, il y a quand même souvent des décisions qu'on ne comprend pas bien, qui vont à l'encontre de la santé, mais qui sont prises après des rendez-vous, des échanges avec des grandes entreprises qui ont, eux, intérêt à vendre des produits qui ne sont pas bons pour nous. Donc, ça dit quand même quelque chose de la perméabilité de ce gouvernement au lobby. Et la deuxième chose que ça dit, c'est le mépris qu'ils ont pour l'Assemblée, pour le Parlement et à travers eux pour les Français. En fait, Alexis Kohler, il doit venir répondre à la commission d'enquête. Il n'est pas au-dessus des lois. J'entends qu'il dit non mais il y a séparation des pouvoirs. Il n'est pas élu, il n'est pas président de la République, donc il doit venir. Et je sais qu'il avait déjà refusé à l'Assemblée et qu'Éric Coquerel a saisi le procureur de la République. Il a eu raison. Il n'y a pas de raison qu'Alexis Kohler ne vienne pas répondre en tant que citoyen de ses responsabilités et de ce qu'il a fait. Donald Trump annonce rejeter l'exemption douanière proposée par l'Union européenne et maintient sa taxe de 20%. Donald Trump a rejeté la proposition de l'Union européenne d'une suppression réciproque des droits de douane sur les produits industriels, la jugeant insuffisante. Critiquant l'attitude de Bruxelles, il a affirmé « l'Union européenne s'est très mal conduite avec nous ». L'Union européenne propose de répliquer aux taxes américaines sur les importations d'acier par des droits de douane de 25% sur certaines marchandises américaines, mais épargnera le Bourbon pour éviter des représailles aux vins et spiritueux européens, selon une liste consultée par l'AFP. Plusieurs pays producteurs de vin, dont l'Italie et la France, avaient plaidé pour épargner le Bourbon après les menaces de Washington d'imposer en représailles des droits de douane de 200% sur les vins et spiritueux européens. Ces droits de douane européens sont censés répondre aux premières taxes américaines sur l'acier et l'aluminium, entrée en vigueur en mars. Une réponse à la deuxième salve de droits de douane américains à hauteur de 20% sur les biens européens est en préparation et pourrait être présentée en début de semaine prochaine. On termine avec l'actualité internationale. Israël poursuit ses frappes sur Gaza et vise notamment une tente de journalistes à Khan Younes. Une scène épouvantable partagée dans une vidéo sur les réseaux sociaux. On y voit un homme dévoré par les flammes. Lui, c'est Ahmed Mansour, journaliste pour Palestine Today. Il a été transporté en urgence absolue après que l'armée israélienne ait bombardé lundi une tente où étaient regroupés des journalistes à Khan Younes. Au moins l'un d'entre eux a été tué et une dizaine d'autres blessés. Depuis le début de la guerre à Gaza en octobre 2023, 207 journalistes et employés de médias ont été tués, 390 ont été blessés et 49 sont détenus, selon le décompte actualisé lundi du syndicat des journalistes palestiniens. Le bureau des médias du gouvernement du Hamas fait quant à lui état de 210 journalistes tués depuis le début de la guerre à Gaza dans un communiqué publié lundi. Le Forum des journalistes palestiniens a qualifié le bombardement israélien de crime odieux et d'attaque délibérée contre les journalistes en violation de toutes les lois et conventions internationales. L'armée israélienne a assuré, suite à ce nouveau bombardement ciblé de journalistes, qu'elle s'efforce d'éviter de blesser des civils et impute les pertes humaines au Hamas qu'elle accuse
d'être profondément enracinée dans les zones résidentielles, rapporte The Times of Israel. Le journaliste palestinien a qualifié le bombardement israélien de crime odieux et d'attaque délibérée contre les journalistes en violation de toutes les lois et conventions internationales. L'armée israélienne a assuré, suite à ce nouveau bombardement ciblé de journalistes, qu'elle s'efforce d'éviter de blesser des civils et impute les pertes humaines au Hamas, qu'elle accuse d'être profondément enracinée dans les zones résidentielles, rapporte The Times of Israel. Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Continuez à nous soutenir et abonnez-vous à partir de 5 € par mois ou devenez même sociétaire de notre coopérative. Rejoignez-nous dès maintenant sur soutenez.lemediatv.fr. Abonnez-vous aussi à nos 2 chaînes YouTube, Le Média TV et Le Média 24/7, pour ne rien louper de nos nouveaux programmes. Très bonne soirée sur Le Média.